Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, dans ce podcast Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler des mondes. Ce soir, nous accueillons notre nouvelle invitée et sans plus de suspense, voici Elisa Valette. Bonsoir Elisa, Bonsoir, comment ça va ce soir? ça va, je suis basée à Amsterdam où il fait un petit peu froid, Ah, mais là je vais me replonger dans mon tour du monde donc ça va m'apporter la chaleur. super. Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Elisa Vaiana. Vaiana, mon deuxième prénom, vient de mon île natale, Tahiti, comme la nouvelle Miss France d'ailleurs. Ensuite, j'ai grandi dans le sud de la France et j'ai toujours rêvé de faire un tour du monde. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu 25 ans. J'ai pris mon sac à dos, des 12 kilos sur le dos, et puis je suis partie pendant 15 mois. Et j'ai porté un projet qui s'appelle WOWO, Women of the World. Donc, je suis allée à la rencontre de femmes inspirantes de tous horizons culturels, socio-économiques. Et l'idée, c'était de tisser des liens entre nous, de se raconter nos histoires afin de s'inspirer les unes les autres. D'accord. Et de quoi on va parler ce soir? On va partir de ce tour du monde à la rencontre des femmes inspirantes pour parler de la richesse que j'en ai tirée. D'accord. Donc la richesse des rencontres en voyage. C'est Ouais. bien ça? Par où tu veux commencer? Peut-être par là où l'idée a germé, comment ce projet est né. Mmh. Donc, j'étais à Mayotte et en fait, souvent le soir après mon travail, je restais avec les femmes de mon quartier. J'habitais dans un quartier assez pauvre, on appelle là-bas le Banga. D'ailleurs, je fais un coucou aux gens d'Em s'ils m'entendent ce soir. Et en fait, donc c'est comme un bidonville. Les femmes, elles cuisinent, elles font beaucoup de choses dans la rue, en fait, dehors. Elles font la lessive et tout ça. Et en fait, arrivé le 8 mars, je dis bah, pourquoi pas on ferait une célébration pour les femmes du quartier. Et en fait, il y a des femmes expatriées aussi, des amis à moi qui nous ont rejoints. Donc ça a fait un beau mélange et c'était un énorme succès. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de répliquer ça à plus grande échelle. D'accord. Donc ça a commencé à Mayotte Mhm. et ensuite tu as voulu reproduire cette expérience-là Voilà, à d'autres endroits? exactement. Et à l'échelle internationale. Donc Mayotte, c'était à l'échelle locale. Et en fait, je me suis dit que dans le monde, il y a tellement de femmes qu'on n'entend pas souvent. Et malgré nos différences, en fait, il faudrait déjà mettre en lumière ces expériences-là, Mmh. différentes. Que, en fait, dans nos différences, on peut aussi trouver pas mal de points communs, de richesses communes. Et donc, partager entre nous, euh, voilà, créer un peu des liens de sororité à travers les frontières. D'accord. Lien de sororité à travers les frontières et je voulais savoir sur alors la richesse des rencontres en voyage. C'est vraiment un sujet qui fait voyager sur, Mhm. cette richesse-là, quelle forme elle prend? Très bonne question. Euh, je pense qu'il y a différentes façons par lesquelles je me suis nourrie de ces rencontres. À la fois, il y a tout simplement à travers le dialogue, où en fait, euh, ces femmes, par leurs histoires, elles me transmettaient leur force et elles-mêmes reconnaissaient en fait tout le parcours qu'elles ont fait. Euh, et donc, il y avait une sorte de fierté partagée. Mmh. On réalise un petit peu en mettant des mots la force qu'on possède. Et je trouve qu'en plus, cette force, elle est vraiment démultipliée quand on la partage avec d'autres. Et donc, il y avait tout simplement par le dialogue et il y avait aussi par peut-être un effet de miroir où j'étais plus dans la réflexion. Ensuite, par exemple, je me rappelle en partant d'un bidonville en Inde, euh,
je me disais waouh, la résilience de cette femme. Et après, ça m'a fait aussi un miroir sur moi-même. Waouh, en fait, donc c'est aussi dans les moments de silence finalement que ça, l'écho, en fait, ça continue à résonner en nous. Et, euh, et on apprend des choses sur nous-mêmes, en fait. Donc c'est à travers le dialogue et aussi à travers l'introspection. D'accord. Dialogue et introspection. D'accord. Et parfois, il y a, même sans forcément de dialoguer, parce qu'il y avait des barrières de langage, Mmh. mais j'étais dans une tribu en Inde, juste en observant la force physique des femmes qui portent des énormes jarres d'eau sur la tête. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et comment tu faisais pour communiquer alors avec cette barrière, de la langue? Alors, bon, déjà, j'ai la chance quand même de parler pas mal de langues, l'anglais, l'espagnol. Mais c'est vrai que par exemple, dans cette tribu en Inde, c'était un dialecte local. Mmh. Donc, j'avais la chance d'avoir avec moi une traductrice qui en fait travaillait pour une association locale. Et donc, elle comprenait l'anglais et elle traduisait en dialecte. Ah! Et sinon, par les signes, parce que ça m'est arrivé aussi de rester pendant une semaine avec une femme, on ne parlait pas du tout le même langage, et finalement, par le sourire, par les gestes, et c'est là où on réalise que finalement l'amour, c'est très cliché ce que je veux dire, mais c'est vraiment quelque chose d'universel. Donc on peut tout simplement être avec la personne, ressentir, se comprendre à Mmh. travers le regard, euh, voilà. Et par exemple, si tu compares, une discussion justement où tu vas parler avec une personne qui comprend la langue et puis, cette discussion, qui prend une autre forme là, comment tu décrirais un peu ces différences-là? Euh, Alors, je pense que quand on se comprend verbalement, on fait moins l'effort de ressentir les énergies. Donc, il y a peut-être moins une connexion mystique, je dirais. Euh, mais ça évite d'avoir des problèmes d'interprétation parce que parfois, quand je suis juste avec une femme que je ne comprends pas son langage, j'ai tendance à interpréter des choses dans ma tête sur ce qu'elle pense et alors que ça peut être faux. Mmh. Euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus magique qui se dégage de notre relation, sans les mots. Mmh, d'accord. Tu as parlé de mystique et là magique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Euh, c'est que dans la vie et surtout au travers des rencontres, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mmh. Il y a des rencontres déjà qui ne s'expliquent pas. Je me rappelle, par exemple, je finissais un trek au Népal et il y avait cette bergère et je me suis assise dans ce champ. Et donc la probabilité qu'on soit au même endroit, au même moment, qu'on vient de deux univers complètement différents et qu'on se retrouve à ce moment-là pour se coucher de soleil. Donc c'était un jour de pluie et il y avait en fin de journée, il y avait ce rayon de soleil et, euh, et ça c'était une connexion magique car finalement on peut se dire que c'est assez improbable et, euh, et en fait par le regard devant ce beau paysage il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est des liens qui dépassent les mots pour les Mmh. décrire. En tout cas, qui crée beaucoup d'émotions. À ce Oui, que oui, je me rappelle encore de cette femme. d'accord. Mmh, j'ai, hem, j'avais une question sur, les rencontres. Justement, tu parles de rencontres. Pour toi, quels sont les éléments, les critères qui te font dire: «Il y a eu une rencontre»? Euh, à partir du moment où on commence à tisser un lien, parce que c'est vrai qu'il y a des rencontres très éphémères, euh, que je ne qualifierais pas d'ailleurs de vraiment de rencontre parce on va, on vient, par notamment dans les auberges de jeunesse, on crée du lien pour seulement une soirée. Oui, en fait, c'est des rencontres assez soudaines, mais là, je pense que le thème de cette discussion ce soir, ce sont plus sur les rencontres qui nous marquent. Euh, et donc, par exemple, cette femme-là au Népal,
dans ce trek, oui, c'était aussi soudain. On a passé peut-être 1 heure ensemble devant ce coucher de soleil, mais elle m'a marqué en tout cas. Euh, donc j'ai oublié la question, mais je crois que c'est à partir de quel moment on peut dire qu'il y a vraiment rencontre. Je pense que déjà le fait de reconnaître l'autre, de se voir Mmh. et d'essayer d'établir une connexion. D'accord, on établit une connexion et donc tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire donc il y a une distinction, il va y avoir une rencontre, mais qui va être éphémère. C'est-à-dire si je comprends bien dont peut-être qu'on s'en rappellera peut-être pas, qui va peut-être pas Ouais. me laisser un souvenir aussi, fort Mm. que qu'une rencontre, qui marque finalement. Ouais. Oui, je pense que c'est aussi dans l'énergie qu'on y met. Euh, et je pense qu'il y a parfois où je mettais une intention particulière. Je sais pas pourquoi, en croisant le regard de cette femme-là, peut-être que j'étais oui, dans cette volonté de créer un lien. Mmh, Euh, voilà. d'accord et toi, tu étais dans cette volonté de créer un lien et cette femme-là, elle était dans quelle disposition selon toi? Bah, elle était aussi très ouverte puisque c'est elle qui s'est assise à côté de moi. Et il y avait son troupeau de chèvres en bas. Et on rigolait ensemble en fait. Et, et après, je lui ai demandé si je pouvais la prendre en photo aussi, ça elle a compris. Euh, et puis elle avait un sourire qui était rayonnant, donc qui parlait de lui-même. Euh, donc non, elle était aussi ouverte que moi et aussi heureuse, je pense. C'est ça, c'est fou de se dire qu'on n'a rien en commun et pourtant on partage ce moment ensemble et cette Mmh, bienveillance l'une envers l'autre. d'accord. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un critère de dire qu'il la disposition de 2 personnes est un des critères qui peut permettre de dire qu'il y a une rencontre? Ou en tout cas un Ah oui, début? Comment? c'est sûr. Ben, par exemple, donc, je restais beaucoup dans des auberges de jeunesse, on le voit de suite quand il y a des gens dans le dortoir ou dans l'auberge qui veulent pas parler. Et je pense qu'il faut respecter ça aussi. Même moi, j'étais parfois fatiguée. Ça prend beaucoup d'énergie, tout ce qui est social. Donc, rester dans ma bulle et le fait qu'on respecte cette bulle, ça fait du bien aussi. Donc, ne pas forcer les rencontres, je pense que tout se fait assez naturellement et Mmh. on le ressent quand les gens veulent ou ne veulent pas s'ouvrir. Mmh. Et ces expériences-là que tu as eues, ces rencontres, heu, comment ça a fait évoluer ta façon de voir, de rencontrer les personnes, même en dehors des voyages? Comment ça de manière générale plutôt, j'ai envie de dire? Euh, alors déjà, j'ai beaucoup moins peur de m'exprimer moi-même euh, et de poser des questions plus profondes aux gens. Parce que j'ai remarqué ça, en fait, en voyage, enfin, surtout avec mon projet où donc j'interviewais vraiment des femmes, je restais chez elles, donc un peu dans leur intimité. Euh, on pouvait nouer des liens ou une compréhension plus profonde que parfois ma sœur enfin, que je connais aussi très bien, mais que je côtoie du coup plus quotidiennement. Et donc, je crée moins ces occasions peut-être de discussion profonde. Et du coup, en fait, je me suis dit que en fait, même dans notre société française, avec nos amis, on n'y pense pas souvent, mais il faut pas avoir peur de poser des questions, pas seulement comment ça va. En fait, je veux dire, il y a le comment ça va et puis il y a derrière déroulé. euh, et oui, là, ne pas avoir peur en fait de creuser un peu sous la carapace des gens. Et on s'imagine pas tout ce qui s'y cache. D'ailleurs, parfois, une personne qui est super souriante. Enfin, en fait, on a tous une histoire à raconter. Mmh. Donc de pas rester sur les «ça va», mais Les d'aller, apparences. ouais, d'aller chercher et comment est-ce qu'on peut faire ça d'après toi? Qu'est-ce qui peut, quelle situation ou bien qu'est-ce, ouais, qui peut favoriser justement qu'on reste pas en apparence et qu'on puisse discuter des choses qu'on n'imagine même pas finalement? C'est vrai. Bah, comme toi, tu l'as fait avec moi, par exemple, sur LinkedIn, tu m'as tout simplement envoyé un message et j'ai répondu oui à l'appel. Euh, et donc,
Après, bon, il y a les réseaux sociaux qui, c'est une forme de lien, mais c'est plus virtuel. Mmh. Et dans la vie réelle, euh, ça peut être dans des lieux comme au travail, si vous faites partie d'un club, même si vous allez boire un verre avec des amis, parfois à la table à côté, euh, ou même tout simplement avec ses amis, amis d'amis. Il y a, voilà, et de créer, ça demande un petit peu un effort de créer ce lien social-là. Mmh. Et enfin, là, il y a ce qui me vient, c'est je me rappelle tout à l'heure, tu parlais de différence et c'est vrai que alors je pense par exemple, au fait que, quand on connaît très bien quelqu'un, des fois, enfin, on sait exactement à peu près enfin, on la personne n'a pas besoin de parler, on Mhm. comprend directement et Ouais. je me demandais si, il y avait quelque chose, un petit p un point particulier là-dessus, sur, la différence, avec les rencontres. Euh, Moi déjà, justement, c'est quand une personne est très différente que ça pousse à ma curiosité. Mmh. Euh, et, euh, et donc tout le principe un peu de mon projet, c'est de dire que on est déjà on a tous une histoire unique Mmh. et on peut sembler d'univers complètement différents et pourtant il y a des choses qui nous relient. Surtout en tant que femme, on partage beaucoup de défis, d'émotions, de rêves communs. Donc, en fait, il faut valoriser nos différences, c'est ce qui nous rend uniques. Il faut être fier de cette identité personnelle. Et, euh, et il ne faut pas en avoir peur pour interagir avec l'autre, puisque finalement, au final, on est tous humains. Donc, on trouve toujours des choses qu'on vit ensemble sur cette planète Terre. Et après, si une personne... Enfin, non, j'allais dire, peut-être c'est plus facile de parler avec quelqu'un avec qui on partage plus de choses en commun. Mmh. Euh, oui et non, puisque je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, je me sens très à l'aise avec n'importe qui. Mmh. Et selon toi, c'est quoi qui fait ça? Qui fait que parce qu'en plus tout à l'heure, tu as dit que cette expérience-là, ces expériences en cette richesse que tu as réussi a fait aussi que, heu, je sais plus comment tu l'avais formulé, mais en tout cas que tu avais plus confiance, moins peur en tout cas, tu avais plus de facilité à t'exprimer. Oui, bah c'est un cercle vertueux parce qu'en fait, c'est normal d'avoir peur, même si vous avez par exemple un rêve qui vous fait peur, c'est un bon signe parce que ça prouve que vous rêvez assez grand et que ça fait quelque chose en vous. Et en fait, il faut oser faire le premier pas, oser se jeter à l'eau et Mmh. dépasser cette peur. Et en fait, c'est en le faisant qu'on réalise qu'on en est capable. Et après, c'est un cercle vertueux parce que ça renforce notre confiance en nous et du coup, ça devient plus facile de le réaliser. Donc, par exemple, pour les rencontres, même si on a peur au début, si on est un peu timide euh, et qu'on a peur d'aller parler à l'autre, il suffit de le faire une fois, de se jeter à l'eau une fois, de se dire un, 2, 3, go. Et en fait, alors, c'est rare, bon, il peut y avoir un refus, donc dans ce cas-là, ça peut peut-être encore plus nous renfermer, mais généralement, ça marche et ça marche encore mieux que ce à quoi on s'attendait. On est agréablement surpris et en fait, après, du coup, ça devient beaucoup plus facile de le reproduire par la suite. Mmh. D'accord, donc d'aller, malgré la peur de se lancer. Un, deux, trois, on y va et cette on se sert ensuite de cette expérience-là pour la reproduire ensuite. Voilà, Et ça qu'est-ce qui se renforce. passe, ensuite avec, en reproduisant ça? Après, ça devient notre zone de confort. Et donc là, il faut retrouver quelque chose qui nous stimule un petit peu. Euh, et donc, déjà, un moteur clé, je pense que c'est de oser rêver et ensuite oser franchir le pas. Mmh. Euh, mais voilà, oser
Et puis 1, 2, 3, c'est aussi, ça peut être résumé, j'ai un mantra, c'est just do it. Donc ne pas trop se poser de questions, c'est normal de douter de soi, mais malgré les doutes, y aller quand même. Et Mmh. souvent, quand il y a un doute, une peur, ça veut dire qu'on a quelque chose à apprendre. Ouais. Je pense que plus la peur est grande, plus une fois le pas réalisé, plus la croissance est grande, plus l'apprentissage personnel est grand. D'accord, et tu parlais de peur, alors souvent on dit aussi, enfin il y a un conte, Le Magicien des peurs, je ne sais pas si tu connais, de Ouais. Jacques Salomé, et on dit que derrière une peur, il y a un désir, et en fait, tout à l'heure, tu parlais aussi, tu disais que quand tu vas rencontrer une personne, donc il y a une intention, et donc avec ça, cette peur-là, selon toi, qu'est-ce qui serait le désir, derrière? Mmh. Tout simplement, le désir de connaître ce qui se cache derrière l'autre. C'est vraiment une curiosité que j'ai, assez naturellement. Quand j'étais petite, je voulais être journaliste, donc vraiment faire, des interviews à longueur de journée. Hem et le désir, d'apprendre à me connaître moi-même et le désir de relayer ces histoires afin de relier les gens entre eux. Hem Et effectivement, ce désir, en fait, finalement, dépasse les premières peurs. C'est comme faire le tour du monde. J'avais plein de peurs qui étaient pas forcément fondées. Je pense qu'elles se nourrissaient aussi beaucoup de ce que la société, heu, qui m'entoure me dit mais en fait, au bout d'un moment, le désir de partir est devenu plus gr a dépassé toutes les peurs. Ça a été quoi le moment déterminant qui a fait que Oui, alors, c'est marrant parce que c'était, suite à un échec professionnel. Donc comme quoi aussi ne pas avoir peur des échecs, ça fait partie du chemin et j'ai assez bien rebondi. Donc, j'ai été pas virée, c'était, une période d'essai de 4 mois, mais j'ai donc mon contrat n'a pas continué. Hem et j'avais 25 ans, donc j'avais déjà ce rêve depuis longtemps. J'avais atteint mon but financier. Je m'étais toujours dit que dès que j'aurais atteint ce niveau-là, j'aurais plus d'excuses financières, en tout cas, pour partir. Hem et je me suis dit donc c'est le bon moment dans ma carrière. Il y a eu une autre chose aussi, c'est qu'en fait, c'est pas exactement, il y a eu une autre petite, graine. Donc j'ai été virée. Ensuite, je suis devenue prof à Mayotte et au lycée, et c'est en faisant des séances d'orientation avec, mes élèves qui avaient 16, 17 ans que ça m'a reconnectée à mon énergie, à leur âge. Et je me rappelle qu'à 16, 17 ans, je doutais pas du tout de moi, que c'était sûr que j'allais vivre mon plus grand rêve. Hem et heu et puis en même temps, il y a eu cet événement pour la femme le 8 mars à Mayotte. Donc plein de facteurs qui comme d'un puzzle qui se met ensemble, et je me suis dit, «Ouais, la conjoncture est parfaite, c'est le moment». mmh, donc mais ça veut dire que toi, avant, tu avais déjà commencé des actions, tu avais mis des objectifs, des indicateurs, tu t'es dit: «Voilà, quand j'aurai tant, je pourrai faire ça». Ça veut dire que tu as déjà tu as organisé, tu as planifié, tu t'es demandé ce dont tu avais besoin pour, Oui. pouvoir faire, Alors, non, en vrai, je suis partie il y en a beaucoup qui préparent pendant plus d'1 an ou ouais? 6 mois leur tour du monde. Moi, pas du tout. J'ai pris la décision, avril, on va dire avril-mai, et puis je suis partie en septembre. Donc, il y a eu vraiment que l'été, en fait, pour m'y préparer. Mais effectivement, c'est une idée que j'avais depuis toute petite, vraiment, de faire le tour du monde. Mmh. Heu et après cet événement de la femme, c'est là où j'ai créé mon association. Je me suis dit que je voulais partir avec un but positif, parce qu'il y a eu aussi entre-temps, à Mayotte, je voyais beaucoup les conséquences du changement climatique et donc je me suis dit: «Voilà, faire le tour du monde, c'est je vais beaucoup polluer pendant 1 an». Heu et finalement, je me suis décidée quand même de pas, limiter mon tour du monde. Après, il y a des gens qui le font à pied, en stop, en bateau, donc il y a des solutions, alternatives. Hem, mais bon, du coup, j'ai essayé j'ai jamais contrebalancé, mais d'avoir quand même un objectif, positif et puis aussi de voyager pas en mode touriste. Moi, j'aime bien voyager de façon locale,
de vraiment m'immerger dans les cultures. Et donc, ouais, c'était un projet qui me tenait à cœur. Et ensuite, donc là, voilà, l'association, je l'ai créée en juin. Et puis tout l'été, j'ai aussi récolté un petit peu des fonds pour financer le matériel, par exemple, pour filmer ces interviews, les micros. Et puis en parallèle, je préparais mon tour du monde personnel, donc les visas. Mais j'avoue que jusqu'à la veille du départ, j'étais pas prête. Mon sac à dos, je l'ai fait au dernier moment. Euh, Même l'assurance, je l'ai pris le dernier jour. Donc j'ai envie de dire aux gens qui veulent partir, ne vous inquiétez pas trop. Aussi sur le chemin, en fait, mon itinéraire même il a changé, donc faut être flexible. Et ce qui est marrant, parce que d'habitude, je suis très organisée dans la vie, mais j'avoue que pour ce tour du monde, je me suis laissée porter et ça a plutôt bien marché. Ah, et ça a été, naturel pour toi donc, de te laisser porter alors que d'habitude tu es plutôt organisée et là, co Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que dans le voyage, parfois, je suis une autre personne. Enfin, pas une autre personne, mais oui, je suis beaucoup plus dans le lâcher prise et je m'autorise beaucoup plus les imprévus parce que je sais souvent que derrière les imprévus, il y a des belles surprises. Euh, que si j'avais planifié tout mon voyage, je pense pas que j'aurais vécu tout ce que j'ai vécu là en me laissant porter. Donc, il faut planifier un minimum, mais le risque de trop planifier aussi, c'est d'être déçu quand ça se passe jamais comme parfaitement comme on l'a planifié. Donc très vite, je me suis enlevé cette pression-là en fait. mmh, OK. J'ai une question parce que alors ça, c'est une idée que j'ai entendue. Mhm. Selon la langue qu'on emploie, apparemment, on changerait de personnalité. Ah Ça oui, c'est vrai. ah, comment tu as vu ça que c'était vrai? Juste, je l'ai ressenti. Quand je parle français, ça me relie un peu à mon identité un peu plus sérieuse, organisée, oui, de carrière. Alors que quand je parle anglais, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus enthousiaste dans l'excitation, beaucoup plus spontanée. Euh, et donc, oui, j'ai l'impression d'être une autre personne. Et même quand, par exemple, au sein de la langue française, il y a quand même différents accents. Et quand je retourne dans mon sud, vers Marseille, là aussi, ça peut changer un peu. Donc là, j'ai un accent assez neutre, donc assez sérieux, j'ai l'impression. Alors que quand je vais vers Marseille, c'est une autre Elisa qui se dévoile. OK. Et tu penses que ça t'a aidé ça dans les rencontres, enfin, dans ce projet-là? Euh, je sais pas. Après, tu m'as déjà posé aussi la question de barrière de la langue. Euh, En vrai, ce qui m'a aidé justement, c'est de dépasser euh, tout ce qu'on met autour du langage. Juste se dire que on peut se relier à l'autre, que ce soit par le français, l'anglais, les signes, le regard, n'importe quoi. C'est ça qui m'a surtout aidé. En fait, c'est une énergie. Par contre, ce qui m'a vraiment aussi par rapport à... Il y a la langue, mais il y a aussi le prénom. J'ai l'impression qu'Elisa, c'est mon côté très sérieux, alors que Vaiana, mon deuxième prénom, c'est mon côté plus aventurière. Et d'ailleurs, il y a le film Vaiana de Disney éponyme qui est sorti. Et je me suis dit, ah oui, ça résume bien cet esprit de partir à l'aventure. D'accord. Et on t'appelle plus Elisa ou Vaiana? Parce que moi, du coup, je t'ai appelée Elisa. Oui, on m'appelle plus Elisa. Et D'accord. après, justement, dans les voyages, quand je vais donc, au Fénois, sur l'île natale, Tahiti, c'est Vaiana. Et là, j'écris un livre aussi. J'utilise mon éponyme d'aventurière, Vaiana. Euh, oui, donc, mais on va dire les trois quarts du temps, c'est Elisa. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Euh, Peut-être qu'est-ce que j'ai appris de ces femmes? Eh bien, Elisa, suspense, qu'est-ce que tu as appris de ces femmes? Euh,
qu'on est très courageuse en tant que femme. Je pense que c'est pas assez souligné et je pense que c'est même invisibilisé, mais on se rend pas compte, à quel point on porte déjà notre propre parcours, mais on porte aussi les gens autour de nous. Souvent, les femmes que j'ai rencontrées, c'est les piliers dans la famille. Euh, et qu'on a tendance aussi à être, j'ai l'impression, plus persévérante parce que peut-être qu'on fait face à plus d'obstacles et ça forme un peu un esprit de détermination, de se dire que en fait, les obstacles nous renforcent, qu'on a toutes les capacités pour surmonter ça. Et d'ailleurs, malgré les obstacles de la vie, euh, on est, il y a une résilience en fait. C'était une femme en Thaïlande qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, en fait, même si je tombe, je dois vite me relever parce que j'ai mon fils, j'ai pas le choix. Et donc voilà, courage, résilience, persévérance. Et une autre chose que j'ai appris de ces femmes, c'est très cliché, mais que l'amour, c'est l'arme la plus puissante du monde. Ça aussi, je l'ai appris de cette même femme, c'est pour ça que je pense à elle là. Donc, c'est une réfugiée de Birmanie qui a traversé la frontière jusqu'en Thaïlande. Et parce qu'elle y avait, en fait, elle était euh, pro-démocratique, donc elle organisait des manifestations dans son pays au Myanmar. Et un jour, les militaires ont menacé de mort. Et donc, elle a dû s'échapper, fuir très vite, en toute vitesse. Et en fait, elle avait aucune rancœur, aucune vengeance, alors qu'elle a tout perdu. Et, et en fait, quand je lui ai dit justement, est-ce que tu te sens puissante? Elle me disait oui. Et je dis, bah, comment? Et elle m'a dit, par l'amour. Mmh. Et je trouvais ça fort. Et Il y a ça, je l'ai ressenti vraiment par beaucoup de femmes. Que peu importe, malgré les épreuves de la vie, qui pourraient nous laisser un petit peu amers, il y a toujours au fond de nous un peu un esprit maternel qui fait qu'on répand de l'amour. d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose, j de comment j'entends, c'est comme s'il y a une force vraiment qui vient du fait d'être tourné vers l'autre. C'est-à-dire, tu as parlé tout à l'heure de femmes, piliers, tu as dit piliers, il y a aussi, heu, une des femmes qui disait, qui pensait à son fils et il y a l'amour, donc je pense que c'est vraiment quelque chose tourné vers l'autre finalement, une puissance qui tire racine. Oui, mais alors c'est une puissance, on peut se nourrir de l'extérieur et effectivement renvoyer ça, tourner vers l'autre. Mais je pense que pour être forte, il faut quand même être bien ancré en soi. Et c'est vrai que j'ai réalisé, là, j'ai beaucoup, à un moment, j'ai parlé du courage, du pilier, donc on a tous en nous ces énergies, hommes ou femmes, plus yang et l'énergie plus yin, plus douce d'amour maternel, euh, de bienveillance, de douceur. Et donc, je pense que c'est aussi en nous trouver l'équilibre entre ces deux forces, ces deux énergies. Et, euh, et oui, être tourné vers l'autre, mais également apprendre à poser ses limites avec l'extérieur et afin de se ressourcer, de garder cette force, de la préserver. Trop souvent, on a tendance, en tant que femme, à se faire un petit peu parfois sursolliciter par l'extérieur. Je pense aux mères qui reçoivent tous les messages d'urgence de leurs enfants. On envoie souvent un message plus à sa mère, je pense, qu'à un... Enfin, c'est la première personne souvent vers laquelle on se tourne quand on a des problèmes, en tout cas pour moi. Et, donc elle a aussi son travail à gérer tout ça, donc des sursollicitations et ne pas hésiter peut-être à dire non, j'ai besoin de me ressourcer toute seule pour ensuite pouvoir mieux donner au monde. Faire attention à son énergie un petit peu, mettre ses limites. Dire non, mettre ses limites pour se préserver, garder son énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'aborder? Non, on a déjà parlé pas mal de plein de choses, c'est chouette. Oui, c'est chouette, ça a passé vite et
qu'est-ce que tu voudrais que les personnes qui écoutent retiennent? Hem, que s'ils ont des rêves, suivez-les. N'ayez pas peur, c'est tellement une bonne boussole, les rêves, hem, de d'oser les suivre pour, aller sur un chemin qui est aligné, peu importe ce que dit la société. Vraiment s'écouter soi-même, sa petite voix intérieure et se faire confiance qu'on peut le faire et et je pense que sur ce chemin-là de quand on est vraiment aligné avec ses rêves, c'est là où on est le plus épanoui, le plus heureux. Et j'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que j'ai entendu apparemment il y a une énergie alors féminine et masculine. Pour toi, à quoi ça fait référence cette énergie masculine? Ça se concrétise comment? Hem, je pense le yang, c'est plus dans l'action, tourner vers l'extérieur justement, le faire, hem et c'est très bien, on en a besoin de cette motivation, cette énergie, et voilà. C'est ça, c'est que sur la partie yang, ouais. D'accord, donc tourner vers l'autre, le faire et l'énergie féminine, donc ça serait quoi? C'est plus, le yin, c'est plus, intérieur, plus le côté reposé, par exemple se reposer, heu, ouais, ne S pas, trop penser. Soin? Oui, des soins, tu veux dire? Je sais pas, ça m'a fait penser à ça quand, action et là, c'est reposer, se Oui, re prendre soin, je sais pas, oui, se ressourcer se ressourcer. et ça peut prendre plein de formes pour les personnes selon le profil. Par exemple, pour certaines personnes, se ressourcer, ça peut être faire justement du sport. Donc, c'est pas des énergies qui sont contradictoires. Et je pense pas qu'il faut avoir une vision trop binaire de la chose. Je pense que c'est juste chacun trouver son équilibre qui lui convient. Parce que je sais qu'il y en a, pour certains, se reposer, c'est pas c'est pas reposant. C'était une action? Oui, donc voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Chacun sa définition, en fait. D'accord. Maintenant arrive l'instant citation. Donc je t'écoute Elisa Vaiana pour, la citation que tu as choisie. Donc ça rejoint un peu ce que la question, qu'est-ce que les gens doivent retenir? J'ai ce mantra qui est: «Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin». Suivez vos rêves, tu as dit Ils quoi? connaissent le chemin. Ah! Ah, Ça c'est fait beau. référence, donc déjà, au fait d'oser rêver, d'avoir des rêves, c'est déjà une grande force et ensuite, suivre le chemin, c'est, faire confiance, en fait, faire confiance au chemin et c'est un chemin qui est pas tout rose d'ailleurs. Il y a plein de difficultés sur, des hauts et des bas, mais si on garde en tête un petit peu, le pourquoi on le fait, parce qu'on a ses rêves, ça devient plus facile, plus fluide Mmh. et ça c'est oui, c'est une façon de vivre, tous les jours plus sereinement et aussi, parfois de quand on a trop d'ambition, quand on a des grands rêves, j'avais un peu ça avant, je me mettais beaucoup de pression et finalement de réaliser qu'on est en train de les réaliser, qu'on est déjà sur le chemin, qu'on vit nos rêves un petit peu tous les jours. Donc profiter du chemin, je devrais rajouter aussi. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans la citation, c'est que tu donnes vie au rêve. C'est-à-dire, le rêve devient une entité qui a une conscience parce qu'elle sait le chemin et c'est Oui, intéressant parce que c'est comme si on aurait un rêve, c'est quelque chose qui vient de nous, mais quelque chose qui sort de l'extérieur et qui devient un guide quelque ouais. part. Donc, voilà. Mmh. As-tu quelque chose à rajouter avant de terminer?
Non, mais du coup, je suis très curieuse sur toi parce que tu m'as posé plein de questions alors que je connais pas beaucoup de choses sur, Mélanie, donc ce serait chouette un jour d'inverser les rôles et que je t'interviewe. Bah, avec grand plaisir et Elisa, bah, merci, pour tout ce que tu as apporté, pour toute la richesse des rencontres en voyage. Enfin, merci vraiment. Ouais, merci, c'était avec grand plaisir. Eh bien, je te dis à tout à l'heure. Oui, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute et très bonne soirée à vous.